Bonjour, nous allons procéder au deuxième débrief de la France Insoumise, quelques jours après l'émission de la bande des 7, c'est-à-dire des 7 candidats à la primaire de la droite, dont on va voir que le programme économique, contrairement à ce que l'on raconte, est bien plus à droite que ce qu'on n'a jamais pu imaginer en France, puisque aujourd'hui la mode est au retour du thatchérisme. Et on va voir que même Alain Juppé, qui est présenté comme un social-libéral, eh bien, en réalité, développe un programme très dur. Et on verra que sur bien des sujets, eh bien, ceux qui souhaitent aller voter Juppé pour éviter Sarkozy en seront pour leurs frais, parce que ce qu'il nous propose va être extrêmement gratiné. Un des moyens de faire des économies et qui est au cœur des préoccupations des Français, c'est la retraite. Nicolas Sarkozy, tous vos concurrents sur ce plateau veulent repousser l'âge de la retraite à 65 ans. Sur la retraite, moi je propose d'aller par étapes jusqu'à 65 ans. Alors ça, c'est la tarte à la crème. L'espérance de vie s'allonge, donc il faut travailler plus longtemps. Mais en réalité, c'est l'arbre qui cache la forêt. On sait aujourd'hui que les entreprises se débarrassent, entre guillemets, de leurs salariés à 59 ans. Donc si vous les faites partir plus tard, le résultat des courses, c'est qu'ils vont toucher des retraites à taux réduit. Et donc le résultat, c'est qu'on va assister à une baisse des pensions, ce qu'on a déjà. Alors par ailleurs, ça a un petit peu augmenté ce qu'on appelle le taux d'emploi des seniors, la réforme Fillon, mais pas tant que ça, si bien que la mesure est pas franchement efficace. Et puis même si elle marchait, entre guillemets, eh bien, ceci, pour nous, est une très mauvaise mesure parce que l'emploi des vieux, c'est le chômage des jeunes. Et c'est le fait que les jeunes entrent sur le marché du travail beaucoup plus tard, ou alors entrent par une succession de CDD et d'emplois précaires, alors qu'on pourrait les faire entrer beaucoup plus tôt, et ça serait des cotisants en plus et des chômeurs indemnisés en moins. Les 35 heures, elles ont fait perdre le sens du travail dans notre pays. C'est pour ça qu'elles ont été aussi nocives. Non seulement elles ont détruit des emplois, mais elles ont fait perdre la valeur du travail dans notre pays. Les Français, quand ils travaillent très bien, ils sont très productifs, mais ils travaillent moins que la plupart des grands pays autour de nous. Et donc il faut libérer cette question des 35 heures. Et je leur dis, vous avez la liberté. Si vous voulez 36 heures, 37 heures, vous vous mettez d'accord sur 36 heures, sur 35 heures. Si vous voulez rester à 35 heures, vous pouvez rester à 35 heures. Mais si on ne met pas une espèce de taquet, il ne se passera rien. Et c'est la raison pour laquelle je dis, si dans les 2 ans il n'y a pas d'accord, l'entreprise peut, je n'ai pas dit doit, mais peut passer aux 39 heures. Moi, je veux supprimer la durée légale du travail, qui ne sert plus qu'à une seule chose aujourd'hui, c'est à déclencher justement les heures supplémentaires. Laisser les entreprises libres de négocier par des accords majoritaires, soit avec les syndicats, soit par référendum, si les syndicats ne sont pas disposés. Il n'y a pas de limite du temps de travail, mais jusqu'où ça peut aller? Il existe des limites européennes. Aujourd'hui, personne ne pense qu'on négociera des accords au-dessus de 40 heures, 39 heures, 40 heures. Il y a beaucoup d'entreprises où on travaille déjà 40 heures, 41 heures. Simplement, ce sera plus facile de le négocier. Il faut bien comprendre que marier la défiscalisation des heures supplémentaires et la libre négociation sur le temps de travail dans les entreprises, ça ne peut pas fonctionner. Parce que si les heures supplémentaires sont défiscalisées, on voit assez mal pourquoi il y aurait besoin d'accords pour augmenter le temps de travail dans les entreprises. Il paraît que les 35 heures nous empêcheraient de travailler et que c'est la source de tous les maux. En réalité, ce que ne vous disent pas les 7, c'est que la durée effective du travail en France est supérieure à 40 heures et que personne n'est empêché aujourd'hui de faire des heures supplémentaires. Le vrai débat sur les 35 heures, c'est que la droite entend reculer la durée hebdomadaire du travail à 39 heures pour supprimer le surcoût que représentent les heures supplémentaires entre 35 et 39 heures. Et d'ailleurs, la loi Travail El Khomri avait très précisément pour effet de réduire le coût de l'heure supplémentaire entre la 35e et la 39e heure. Et donc là, ce que veut faire la droite, c'est supprimer carrément le surcoût. Et celui qui va le plus loin, c'est Fillon, qui propose carrément de supprimer la durée légale du travail et de s'en tenir à la réglementation européenne qui limite la durée du travail à 48 heures. Et donc les partenaires sociaux s'entendraient sur une durée du travail qui pourrait aller jusqu'à 48 heures sans heures supplémentaires. Nous pensons que ceci va aggraver évidemment le chômage parce qu'à mesure que la productivité continue de croître, si on n'augmente pas les salaires pour redistribuer ces gains de productivité, et a fortiori si on ne réduit pas
la durée du travail. L'ajustement, il se fait comment? Il se fait par la hausse des profits, c'est ce qui se passe à l'heure actuellement, et par le chômage. Mais en réalité, c'est ce que veut le MEDEF. Sur la dégressivité des indemnités de chômage, soyons clairs, la très grande majorité des chômeurs cherchent du travail. Il y en a qui abusent du système. Et c'est donc la raison pour laquelle il faut remettre de l'ordre dans le régime d'indemnisation du chômage. Qu'est-ce que je propose concrètement? Je dis aux partenaires sociaux qui, d'après la loi, doivent équilibrer les indemnisations par les cotisations, que je leur laisse 6 mois pour le faire, que si à la fin de l'année 2017 ils ne l'ont pas fait, la loi prévoira une dégressivité de 20% à partir d'une année et également d'1% à partir de 18 mois. Il est clair qu'au bout de 6 mois, les syndicats ne peuvent pas accepter un tel chantage et que donc, vraisemblablement, la dégressivité des allocations chômage sera instaurée. En réalité, c'est le vieil adage de la droite selon lequel le chômage est un chômage entre guillemets volontaire, c'est-à-dire que même avec 6 millions de chômeurs, eh bien, les individus choisiraient volontairement le loisir, ils préféreraient le loisir au travail parce que des allocations chômage et des minima sociaux leur permettraient de vivre sans travailler. Et donc, ce que souhaite la droite dans ce cas-là, c'est de réduire le montant et la durée de ce qu'ils appellent les revenus de remplacement pour inciter les gens à aller travailler. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 6 millions de chômeurs qui souhaitent travailler pour un salaire qui sans doute est inférieur à ce qui se pratique sur le marché. À n'importe quelle condition, vous avez des gens aujourd'hui qui sont prêts à travailler, mais que les entreprises n'embauchent pas. Donc le chômage n'est pas volontaire, il est involontaire et c'est bien ça le sujet. Les entreprises aujourd'hui n'embauchent pas parce qu'elles n'ont pas d'activité et parce que leurs actionnaires exigent un retour sur investissement tel que la part des profits qui sont engouffrés pour verser des dividendes aux actionnaires est devenue si importante qu'il ne reste pas grand-chose pour l'investissement. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une panne d'investissement et une panne d'emploi qui est liée au fait que le partage du gâteau est trop défavorable aux salariés et il est trop favorable aux rentiers aujourd'hui qui font que eh bien, les entreprises n'utilisent pas leurs profits pour investir. Je vous confirme que nous ne pouvons pas rester le seul pays du monde à avoir un ISF dont je propose la suppression. On ne peut pas continuer de pointer du doigt des gens qui sont plus fortunés que les autres. Pourquoi? Tout simple, pour une raison toute simple. Chaque Français est important. Et on a besoin qu'il reste en France plutôt que d'avoir les moyens de s'expatrier, parce que sinon, il ne paye plus d'impôts en France. Alors, j'espère que Thomas Piketty a bien écouté les 7 candidats à la primaire de droite, parce qu'il nous a dit qu'il allait voter à la primaire de droite pour éviter Sarkozy. Donc, j'ai compris qu'il allait voter Juppé. Bon, pour quelqu'un qui voulait des primaires de la gauche pour éviter Hollande, si on a Juppé, c'est pire qu'Hollande, parce que Juppé est un de ceux, justement, qui propose carrément de supprimer l'ISF, alors que mon ami Thomas Piketty est un fervent défenseur de l'ISF. Et il a raison, Thomas, d'être défenseur de l'ISF. Parce que si vous n'avez pas d'ISF, il se passe quoi? Si vous avez quelqu'un qui touche 10 millions, par exemple, les très riches aujourd'hui touchent 10 millions par an, l'impôt sur le revenu leur enlèvera 2 millions, pas plus. Qu'est-ce qu'ils vont faire des 8 autres millions? Bon, ils vont consommer une partie. Mais si vous ne mettez pas un impôt sur la fortune, eh bien, le reste va alimenter leur stock de richesse, leur stock de patrimoine qui va grossir sans arrêt. Et si vous voulez vraiment lutter contre la rente, il faut compléter l'impôt sur le revenu d'un impôt sur le patrimoine, parce que sinon la rente va grossir et s'accumuler entre des mains de moins en moins élevées. Et c'est pour ça qu'avec Thomas Piketty, moi je défends le principe d'un impôt sur le patrimoine, le principe de l'ISF, qui est un impôt très intelligent, contrairement à ce qu'on raconte, dont il faudrait revoir l'assiette pour l'étendre. Mais aujourd'hui, aller voter pour Juppé à la primaire de droite en pensant qu'il nous évitera le pire, eh bien, ça serait instaurer vraiment le pire en matière fiscale. J'augmente la TVA de 3 points, mais c'est parce que je baisse de 35 milliards les charges sociales, patronales et salariales. Et que donc, c'est avec la baisse des charges sociales, je la paye avec la TVA. Ça s'appelle la TVA sociale, c'est pour rééquilibrer la concurrence avec les entreprises étrangères. J'ai beaucoup plaidé pour cela, nous l'avons d'ailleurs fait à la fin du quinquennat, M. Hollande l'a supprimé. Alors la TVA sociale, c'est une hausse, certains évoquent de 3 points de la TVA, hein. Déjà les socialistes l'ont relevé, hein.
ils l'ont fait, la TVA sociale, hein, les socialistes. Ça consiste à augmenter la TVA pour financer ce que les libéraux appellent les baisses de charges. Et donc, une partie du CICE, du crédit impôt compétitivité emploi, qui a octroyé 20 milliards de baisse du coût du travail aux employeurs, a été financée par les socialistes par une augmentation d'1 point de la TVA. La droite veut continuer à le faire en augmentant de 3 points la TVA pour baisser les cotisations sociales, dans le but que les entreprises puissent baisser les prix, être plus compétitives, investir, etc. Bon. Mais la réalité, c'est que si vous augmentez de 3 points la TVA et que vous baissez les cotisations sociales, rien ne dit que les entreprises vont réduire leurs prix. Elles peuvent très bien avoir, comme on dit, un comportement de marge et maintenir les prix et engranger la baisse de cotisations sociales, la baisse du coût du travail, sous forme d'augmentation des profits. Et c'est ce qui risque probablement de se faire. Par ailleurs, la hausse de la TVA, par contre, elle, on sait qu'elle va plomber la consommation des ménages, et en particulier des ménages modestes, sur qui elle pèse. La TVA, c'est l'impôt le plus injuste, parce que quand vous êtes très pauvre, vous consacrez tout votre revenu à la consommation, alors que quand vous êtes très riche, vous n'en consommez qu'une partie. C'est pour ça que c'est un impôt carrément dégressif. Moins on est riche, plus on le paye, et plus on est riche, moins on le paye. Les pauvres consacrent, les 10% les plus pauvres consacrent 8% de leur revenu au paiement de la TVA, alors que les 10% les plus riches n'en consacrent que 3%. Donc c'est un mode de financement de la protection sociale, puisque le but c'est de financer la protection sociale à la place des cotisations sociales. C'est un mode carrément injuste, et la droite voudra le généraliser là où la gauche a commencé malheureusement à le faire. Je préconise 100 milliards de baisse de dépenses publiques qu'il faut chiffrer, je l'ai fait, afin que tout le monde sache de quoi il s'agit. Donc oui, il faut économiser 100 milliards. Et pourquoi est-ce qu'on est presque tous sur le chiffre de 100 milliards? C'est parce que c'est celui qui permet, à la fin du quinquennat, d'arriver à l'équilibre des comptes publics et à commencer seulement à réduire la dette. Les socialistes ont commencé à réduire de 50 milliards la dépense publique sur les 3 dernières années. La droite veut aller encore plus loin et veut ajouter 100 milliards de coupes budgétaires. C'est catastrophique parce que ça va provoquer ce qu'on appelle un effet récessif sur l'activité. Donc vous aurez moins d'activité économique et plus de chômage. Et puis dans la vie des gens, ça va se sentir, parce que 100 milliards de coupes, ça veut dire que vous allez avoir des déremboursements à la sécurité sociale. Ça veut dire qu'on va avoir des services publics qui vont fonctionner en sous-effectif, notamment dans les hôpitaux et les écoles. Et puis ça veut dire, comme on l'a vu déjà cette année, que les impôts locaux vont augmenter, puisque les dotations aux collectivités territoriales vont baisser, et que les infrastructures publiques ne vont pas être entretenues, et les investissements publics prévus ne vont pas pouvoir se faire. Donc ça va être catastrophique pour l'ensemble de l'économie, tant sur le plan économique que social.